Et si je vous disais que l'un des moyens les plus efficaces de refroidir une maison a été découvert il y a des milliers d'années et a été si profondément enfoui par l'industrie moderne que la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler? Pas de compresseur, pas de gaz réfrigérant, sans cette énorme unité extérieure qui vrombit dans la chaleur de l'été. Juste un tube, une tranchée et la température stable de la Terre elle-même. Il y a 3000 ans, les ingénieurs de la Perse antique refroidissaient déjà des bâtiments au milieu de la chaleur du désert, où les températures estivales dépassaient les 40 C, et ils le faisaient sans électricité, sans produits chimiques et sans aucune des technologies que nous considérons comme indispensables aujourd'hui. Ils avaient compris une chose simple que la vie moderne nous a fait oublier. À quelques mètres sous la surface, la Terre reste fraîche. Et lorsque l'air chaud passe suffisamment de temps à travers ce sol plus frais, le sol retire la chaleur de l'air. C'est le secret de l'un des plus anciens systèmes de refroidissement passif jamais conçus. Aujourd'hui, cette idée apparaît sous différents noms. Puits canadien, puits provençal, échangeur d'air géothermique, batterie climatique. Les noms changent, mais le principe reste le même. Le sol est un immense réservoir thermique capable de refroidir une maison presque gratuitement. La question évidente se pose donc. Si cela fonctionne si bien, pourquoi presque aucune nouvelle maison n'utilise-t-elle ce système? Pourquoi le grand public sait-il tout sur la climatisation centrale, mais presque rien sur les tubes de refroidissement souterrain? Et pourquoi cette solution est-elle bloquée, découragée ou rejetée dans la pratique dans de si nombreuses régions des États-Unis? Tout au long de cette vidéo, vous comprendrez la physique, l'histoire, les intérêts économiques derrière ce silence et comment un propriétaire pourrait construire une version moderne de ce système ancestral. Bien avant la climatisation, les civilisations anciennes vivant dans des régions de chaleur extrême sont parvenues indépendamment à la même conclusion. La Terre elle-même pouvait être utilisée pour modérer la température. En Perse, les ingénieurs ont construit des canaux souterrains connus sous le nom de khanats, de vastes systèmes creusés dans le sol et la roche, pour transporter l'eau sur de longues distances sous le désert. Mais ces canaux faisaient plus que déplacer de l'eau. Ils créaient également des chemins souterrains frais où l'air perdait de la chaleur avant d'entrer dans les espaces habités situés au-dessus. Puis vinrent les tours à vent, de hautes structures conçues pour capter l'air en mouvement et le diriger vers le bas, vers des chambres et des canaux souterrains. Cet air passait sur des surfaces froides, parfois près de l'eau, d'autres fois à travers des tunnels ombragés, et ressortait beaucoup plus frais que l'air brûlant de l'extérieur. Il ne s'agissait pas d'une improvisation primitive, c'était de la thermodynamique appliquée. Dans des endroits comme Yazd, en Iran, ces systèmes existent toujours. Les tours à vent continuent de s'élever dans le paysage urbain. À ce jour, elles sont la preuve que le refroidissement passif était non seulement possible, mais aussi pratique, durable et élégant. L'UNESCO n'a pas reconnu les systèmes de khanats persans comme de simples curiosités historiques. Ils ont été reconnus parce qu'ils représentaient des solutions d'ingénierie sophistiquées capables de fonctionner pendant des siècles. Et la Perse n'était pas un cas isolé. Les Romains ont employé une logique similaire dans des couloirs souterrains et des structures en pierre ventilées. En Afrique du Nord et dans diverses parties du Moyen-Orient, les chambres souterraines et les canaux d'air sont devenus des réponses courantes à la chaleur extrême. Dans des civilisations séparées par la géographie et le temps, la même vérité est réapparue. Le sous-sol profond reste stable, la surface brûle. La terre en dessous reste calme, et c'est exactement ce principe millénaire qui alimente le puits canadien moderne. La technologie peut sembler nouvelle, mais par essence, elle ne fait que réutiliser une très ancienne découverte. Lorsqu'on travaille avec la température stable de la Terre, le climat cesse d'être un ennemi absolu et devient quelque chose
que l'architecture peut modérer avec intelligence. Examinons maintenant le mécanisme lui-même. À une profondeur d'environ 1 à 3 mètres, selon le climat et les conditions du sol, la température de la Terre a tendance à rester relativement constante tout au long de l'année. Alors que l'air extérieur peut osciller entre des hivers glaciaux et des étés étouffants, le sol à cette profondeur change très lentement. Dans de nombreux climats tempérés, il se maintient autour de 10 oC à 16 oC. Imaginez maintenant un après-midi d'été avec 35 oC à l'extérieur. L'air extérieur est chaud, sec et agressif. Au lieu d'aspirer cet air directement dans la maison, vous le faites passer par un long tube enfoui sous terre. À mesure que l'air voyage à travers ce tube, la terre plus fraîche qui l'entoure absorbe sa chaleur. Lorsque cet air atteint la maison, il peut être beaucoup plus frais qu'au point d'entrée. En hiver, le processus peut fonctionner à l'inverse. L'air extrêmement froid entre par le tube enterré et la terre elle-même le réchauffe doucement avant qu'il n'atteigne l'intérieur du bâtiment. En d'autres termes, un seul système souterrain peut aider à refroidir en été et à préchauffer en hiver. C'est là que réside le génie de l'idée. La Terre devient la première étape de votre système de contrôle thermique. Et contrairement à un système CVC, chauffage, ventilation et climatisation conventionnel, la Terre n'a pas besoin d'être allumée à chaque fois qu'elle fonctionne. Dans la plupart des cas, la seule énergie requise est celle d'un petit ventilateur pour déplacer l'air. Au lieu de faire tourner un compresseur consommant des milliers de watts, un puits canadien peut fonctionner avec un ventilateur qui n'en utilise qu'une infime fraction. C'est pourquoi cette solution est si attrayante. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas expérimental. C'est juste un échange de chaleur. L'air se déplace, la chaleur circule, la Terre absorbe. Et lorsque le projet est bien exécuté, les performances peuvent être impressionnantes. Des bâtiments modernes du monde entier ont déjà utilisé des systèmes d'échange thermique avec l'air souterrain pour réduire les charges de chauffage et de refroidissement, parfois de manière significative. Des écoles, des bibliothèques, des centres écologiques et des bâtiments de recherche ont déjà intégré des tubes enterrés dans leur stratégie de ventilation. Dans les meilleurs cas, ces systèmes réduisent la dépendance à la climatisation mécanique, diminuent la consommation d'énergie et améliorent les performances du reste du système CVC. À ce stade, toute personne raisonnable pose la question la plus évidente. Si c'est réel, ancien et efficace, pourquoi n'en trouve-t-on pas partout? La première réponse est économique. Le CVC moderne n'est pas seulement une technologie, c'est une industrie gigantesque. Fabricants d'équipements, installateurs, sociétés de maintenance, fournisseurs de réfrigérants, entreprises d'échange de filtres par abonnement, contrats d'assistance technique, pièces de rechange, nettoyage de conduits. Toute une économie s'est construite autour du contrôle actif du climat. La climatisation traditionnelle génère des revenus récurrents. Les compresseurs se cassent, les moteurs s'usent, les condensateurs brûlent, les gaz fuient, des unités entières doivent être remplacées. Et les appels de service reviennent, saison après saison. Un puits canadien ne s'intègre pas très bien dans ce modèle. Lorsqu'il est enterré correctement, le tube lui-même peut durer des décennies. Il n'y a pas de condenseur externe, pas de circuit de réfrigérant dans la version à air la plus simple. Il n'y a pas ce cycle coûteux et prévisible de changement de compresseur, de remplacement de machine ou de maintien de la fidélité à une marque spécifique fixée sur le côté de la maison. Cela ne signifie pas qu'il y a une conspiration caricaturale avec des cadres se réunissant dans des pièces sombres pour tenter de supprimer les tubes souterrains. La réalité est généralement plus simple. Les secteurs économiques ont tendance à promouvoir ce qu'ils savent vendre, financer, réglementer, annoncer et entretenir. Tout ce qui sort de ce modèle est généralement ignoré jusqu'à ce qu'il devienne impossible à ignorer. Et les puits canadiens ont longtemps été faciles à ignorer.
Il ne génère pas le même flux continu de maintenance, ne crée pas la même dépendance technologique et n'alimente pas la même chaîne de remplacement périodique. En d'autres termes, les solutions passives ne reçoivent normalement pas la même force de marché que les solutions actives. Et c'est l'une des raisons centrales pour lesquelles un système si simple, si ancien et potentiellement si utile reste absent de la plupart des constructions modernes. La deuxième réponse réside dans la réglementation. Dans de nombreux États des États-Unis, les puits canadiens ne sont pas explicitement et directement interdits. Ce qui se passe dans la pratique est généralement plus frustrant. Il manque d'un cadre clair. Les codes du bâtiment n'ont souvent pas de section objective, expliquant comment un système résidentiel d'échange de chaleur par air souterrain doit être conçu, testé, approuvé, inspecté ou entretenu. Et lorsque le code n'offre pas de voie définie, les inspecteurs ont tendance à refuser. Non pas parce que la physique est fausse, non pas parce que le système est incapable de fonctionner, mais parce que presque personne ne veut approuver quelque chose qui sort du langage technique le plus familier. Vient ensuite la plus grande objection technique de toutes, le radon, l'humidité et les moisissures. Ces préoccupations sont réelles et doivent être prises au sérieux. Le radon est un gaz radioactif qui peut s'infiltrer du sol, dans les bâtiments, et une exposition prolongée représente un risque important pour la santé. Si un système de tubes souterrains est mal scellé, mal installé ou déployé dans une zone à haut risque de radon, il peut finir par devenir une voie d'entrée pour l'air contaminé. L'humidité est un autre problème grave. Lorsque de l'air chaud et humide pénètre dans un tube froid et enterré, de la condensation peut se produire à l'intérieur du tube. Si cette eau s'y accumule, en particulier dans des tuyaux rugueux ou ondulés, des moisissures, des bactéries et d'autres problèmes biologiques peuvent apparaître. Un puits canadien mal conçu peut cesser d'être une solution de refroidissement passif pour se transformer en une expérience biologique souterraine. Et c'est exactement à ce stade que de nombreux critiques mettent fin à la conversation. Ils disent « Vous voyez, c'est dangereux, c'est pourquoi personne ne l'utilise ». Mais ce n'est pas la conclusion complète. La conclusion la plus honnête est différente. Les systèmes mal conçus sont dangereux. Les systèmes bien conçus peuvent très bien fonctionner. Cette différence est fondamentale. Le problème n'est pas nécessairement dans le principe. Le problème est dans l'exécution. Et c'est précisément là qu'intervient une ingénierie sérieuse. Non pas pour écarter le concept, mais pour corriger les points vulnérables du projet. Alors, si quelqu'un voulait construire un puits canadien aujourd'hui, à quoi ressemblerait une version vraiment sérieuse de ce système? Tout d'abord, le propriétaire devrait comprendre les conditions locales. Le type de sol compte, le climat compte, la profondeur de la nappe phréatique compte, le risque de radon compte. Les sols argileux et humides ont tendance à mieux transférer la chaleur que les sols secs et sablonneux. Une nappe phréatique élevée peut compliquer l'excavation. Dans les climats extrêmement humides, l'aspect pratique des tubes à air direct peut chuter considérablement, car la déshumidification devient un problème encore plus important que la température elle-même. Et dans les zones à fort indice de radon, des mesures supplémentaires ou même une conception de systèmes différentes peuvent être indispensables. Vient ensuite la tuyauterie. C'est exactement là que de nombreuses mauvaises installations échouent. Le tube enterré doit être lisse à l'intérieur, durable et complètement étanche. Les tubes annelés sont un choix terrible car leurs rainures accumulent l'eau, la saleté et la croissance biologique. Un système sérieux utilise une tuyauterie à intérieur lisse, généralement en PEHD ou en PVC, avec un diamètre suffisant pour maintenir le flux d'air sans résistance excessive. Ensuite, deux facteurs centraux entrent en jeu, la longueur et la profondeur. Le tube doit avoir une extension suffisante sous terre
pour échanger la chaleur efficacement. S'il est trop court, l'air ne restera pas en contact avec la terre froide assez longtemps. S'il est trop peu profond, il suivra de trop près la température de surface. S'il est trop profond, les coûts d'installation augmentent considérablement. Mais l'élément le plus important de tous est peut-être le drainage. Un puits canadien bien conçu doit avoir une pente pour que la condensation s'écoule vers un point de collecte au lieu de stagner à l'intérieur de la tuyauterie. Cette humidité collectée doit être évacuée en toute sécurité. L'entrée d'air doit être protégée contre les débris, les insectes et l'eau stagnante. Le système doit inclure une filtration. L'accès pour l'inspection doit être possible et chaque joint enterré doit être soigneusement scellé. Du côté de la maison, l'air prétempéré peut être intégré à un système de ventilation, à un VRC ou à un dispositif de distribution d'air mécanique. Dans une maison bien conçue, le puits canadien n'a pas nécessairement besoin de remplacer l'ensemble du système CVC. Souvent, sa fonction la plus intelligente est de réduire la charge sur les autres systèmes. Et cette distinction est essentielle. Il existe également une alternative importante pour ceux qui s'inquiètent du radon ou des moisissures, la version en circuit fermé. Au lieu de déplacer l'air directement à travers des tubes enterrés, un système en circuit fermé fait circuler un liquide, généralement de l'eau mélangée à du glycol, à travers une boucle souterraine. Ensuite, ce liquide passe par un échangeur de chaleur à l'intérieur de la maison où il aide à tempérer l'air entrant. La terre continue de fournir l'avantage thermique, mais l'air de la maison ne voyage pas directement sous terre. Cela réduit considérablement les inquiétudes concernant la contamination et peut s'intégrer plus facilement dans les structures mécaniques existantes. Cette approche n'offre peut-être pas exactement la même simplicité qu'un tube à air direct, mais elle résout certaines des objections les plus sérieuses sans renoncer à l'avantage principal. Utilisez la température stable de la Terre. Prenez maintenant un peu de recul et regardez la situation dans son ensemble. Dans de nombreuses résidences, le chauffage et le refroidissement représentent la plus grande part de la consommation d'énergie du bâtiment. Le CVC est généralement la charge énergétique la plus lourde de la maison. Et pourtant, la plupart des gens ont été formés à ne penser qu'à de meilleures machines, des compresseurs plus efficaces, des thermostats plus intelligents, des ventilateurs à vitesse variable, des réfrigérants plus modernes. Tout cela compte, mais tout part de la même prémisse, que le contrôle thermique doit provenir principalement d'équipements alimentés par de l'énergie. Les puits canadiens remettent en question cette logique. Ils posent une question différente. Et si la construction travaillait avec le terrain avant de dépendre des machines? Et si le sol sous la maison était traité comme une partie de la conception thermique? Et si l'air entrant était naturellement modéré avant qu'un équipement coûteux n'ait besoin d'agir? Cette question devient encore plus importante dans un monde où la chaleur augmente, où l'énergie est plus chère et où les infrastructures sont de plus en plus sous pression. Alors pourquoi tout cela sonne-t-il encore comme un savoir presque interdit? Peut-être parce que cela ne s'intègre pas bien dans l'entonnoir de vente moderne. Peut-être parce que les codes du bâtiment évoluent plus lentement que les besoins réels. Peut-être parce que les systèmes passifs sont rarement promus avec la même force que les machines actives. Ou peut-être parce que les solutions les plus simples semblent presque toujours trop humbles pour une culture obsédée par la complexité. Un tube enterré n'a pas l'air révolutionnaire. Au contraire, il semble d'une simplicité presque embarrassante. Et pourtant, c'est exactement cette simplicité qui fait sa force. Il y a 3000 ans, des populations vivant dans des climats extrêmes ont découvert que la Terre elle-même pouvait refroidir l'air. Ils ont construit avec patience, observation et respect de la physique naturelle. Aujourd'hui, nous disposons de meilleurs matériaux, de meilleures données d'ingénierie, de meilleures méthodes d'étanchéité, de meilleurs ventilateurs, de meilleurs filtres, d'une meilleure surveillance et d'une compréhension beaucoup plus solide des risques pour la santé. En d'autres termes,
Nous avons aujourd'hui tout ce dont nous avons besoin pour construire ces systèmes mieux que jamais. La vraie question n'est pas de savoir si la physique fonctionne. Elle fonctionne. La vraie question est de savoir si la culture de la construction moderne est prête à accepter une solution qui génère moins de profits récurrents, nécessite plus d'intelligence de conception et nous force à nous rappeler que tous les problèmes n'ont pas besoin d'être résolus avec une machine plus bruyante. Car enfoui à quelques mètres seulement sous votre maison, il y a une température qui ne se soucie guère de la météo à la surface. Ce sol frais et stable a toujours été là. Il était là pour les Perses, il était là pour les Romains, et il est toujours là aujourd'hui. Et quand vous comprenez cela, vous commencez à regarder la maison moderne d'une manière différente. Non plus seulement comme une boîte qui doit être défendue de la nature par des moyens mécaniques, mais comme une structure capable de coopérer avec elle. Si cette histoire a changé votre façon de regarder le sol sous vos pieds, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous excavons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantons l'avenir ensemble. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt dévoilé.